Cette semaine, je m'entretiens avec Daniel Lafontaine. Daniel nous parle de ses différentes missions, notamment celle en Bosnie en 1995, mais également sa descente aux enfers. Bonjour Daniel. Bonjour Dominique. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Daniel, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler au sein des Forces armées canadiennes? Bien, moi, quand j'étais à l'école, j'étais dans le nord de l'Ontario, donc j'étais un franco-ontarien. Et quand j'ai gradué du collège Cambrian en loi et sécurité, administration en loi et sécurité, j'étais trop jeune pour travailler. J'avais 18 ans, donc... et la seule place que je pouvais aller travailler, c'était le Toronto Metropolitan Police Junior Police. Et je ne voulais pas m'en aller dans la ville de Toronto. Je venais d'un petit coin dans le nord de l'Ontario. Donc, ma grand-mère paternelle me demandait, elle dit, pourquoi tu ne rentres pas dans les rangs des Forces armées canadiennes? Donc, j'ai fait un saut. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Donc, je me suis dirigé au centre de recrutement de Sudbury et je me suis enrôlé avec l'artillerie. Et ça, on était en quelle année? On parle de le 10 décembre 1983, 6 jours avant ma fête de mes 19 ans. Et pourquoi l'armée? Bonne question. C'est lorsque je suis rentré dans le centre de recrutement, moi, je visais m'en aller comme police militaire. Et comme on sait aujourd'hui, celui qui t'accueille au centre de recrutement, s'il porte la badge d'un métier en quelconque, on rentre dans ce métier-là. En tant que tel, ils vont nous faire toutes les enfiroupettes de me disant, ben non, OK, il n'y a pas de place comme police militaire, mais justement, on a un cours qui commence dans quelques mois à l'artillerie. Donc, ils te font sortir le beau vidéo, les belles choses. Et j'ai dit, wow, c'est vraiment impressionnant de tirer du canon. Donc, j'ai dit, oui, je vais rentrer à l'artillerie. Et en 83, quels étaient les plans de carrière pour Daniel Lafontaine? Oh mon Dieu, moi qui venais d'un petit village d'à peine 3000 de population, franco-ontarien, la seule chose qu'on voyait, nous autres, par chez nous, qui sont chicanés, c'était les Anglais contre les Français. Donc, il n'y avait rien d'autre que ça. Il y avait des petits villages anglophones, des petits villages francophones. Donc, je n'avais pas vraiment un objectif de carrière en tant que tel. Je ne savais même pas c'était quoi l'armée. Dans le nord de l'Ontario, je ne savais même pas s'il y avait J'étais cadet. J'ai été cadet pendant quelques années dans la marine. Et la réserve, je ne connaissais pas ça pantoute. Donc, j'ai rentré à 2 pieds devant et let's go. J'ai dit, j'étais un gars j'ai toujours été un gars qui a toujours aimé le challenge. Je voulais être policier. Tu sais, j'ai fait pas mal tout ce qu'on peut imaginer quand j'étais jeune. J'étais président dans pas mal toutes sortes d'organisations. Et les gens, ça ne leur surprend pas que j'étais un gars qui est quand même encore impliqué, énormément impliqué. Donc, non, c'est vraiment ça que j'ai voulu. J'ai dit, je veux essayer quelque chose de nouveau dans ma vie. Et vous avez fait plusieurs missions au cours de votre carrière qui, dans le fond, qui a duré 20 ans et 8 mois, vous me disiez avant l'entrevue. Votre première mission, comment vous vous êtes préparé? Préparé au plan mental, au plan familial? Comment on se prépare à partir en première mission? Parce que là, vous êtes jeune, là, en 83. Votre première mission est en quelle année? En 87-88. Donc, je venais d'avoir à peine plus ou moins 21 ans. Puis je venais de rencontrer une jeune demoiselle qui est mon ex-femme aujourd'hui. Mais non, je l'ai rencontrée. Puis après ça, quand on a fait la préparation pour partir pour Chypre, qui était avec l'artillerie, donc le 5e régiment d'artillerie légère du Canada, la préparation, elle était faite avec beaucoup de simplicité en tant que telle. On a eu beaucoup d'entraînement. C'était dans l'époque où il n'y avait pas des communications comme on a aujourd'hui. Donc, il n'y avait rien, là, c'était des films, des genres d'acétate qu'on mettait, donc, puis aussi des petits carrés, là, le carrousel des diapositives. Des diapositives, exactement, mon doux. On recule. On recule. Donc, vraiment, c'était... Puis des entraînements vraiment manuels comparativement aujourd'hui, là, qu'on a comme électronique, ce qu'on voit. La préparation... C'était, je te dirais, une mission quand même générale parce que ça faisait déjà depuis 64, donc ça faisait au-dessus d'une vingtaine d'années que les gardiens de la paix, les casques bleus étaient là. Donc vraiment, c'était une routine en tant que telle de partir. Moi, bien, étant donné que je venais de rencontrer mon épouse dans le temps, ma blonde, en 86, donc fin 86, et je partais en 87, donc quelques mois plus tard, ça faisait 4-5 mois.
Et on s'est préparé bien normalement, là, comme tous les soldats se préparent présentement dans cette sorte de mission-là. Puis, votre conjointe, à l'époque, elle était d'accord? Est-ce qu'elle avait des appréhensions de vous voir partir si longtemps? Je pense que c'était dans l'inconnu, elle aussi. Là. Donc, on était deux jeunes. Elle avait 18 ans, elle venait d'avoir 18 ans. Puis, c'était comme de l'inconnu en tant que tel. Donc, quand j'ai quitté, ça a été quand même difficile parce que c'était ma première blonde dans ma vie. Et j'ai trouvé ça quand même un peu difficile. Mais en même temps, on avait une belle camaraderie au niveau de l'artillerie dans ces années-là. Donc, le move s'est bien fait. Là, on était directement à l'unité. On embarquait dans les autobus, puis on s'est en allé vers l'aéroport. Et lorsqu'on arrive à Chypre, est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce que c'est la même réalité? Oui, avec ce qu'ils nous ont expliqué, je pense que la seule chose qu'on n'est pas capable de s'habituer, c'est la chaleur. Nous autres, on est arrivés, je crois, c'était en août. Je ne me souviens plus exactement la date précise d'août. Et lorsqu'on est arrivé à Larnaca, à l'aéroport d'Larnaca, je pense qu'il faisait à peu près 43 degrés Celsius. Nous autres, on venait de quitter ici à peu près à 24-25 degrés, là, plus ou moins au mois d'août, là, dans la mi-août. Et c'est ça. Et puis, on avait toutes nos vareuses, on avait nos petits manteaux, plus tous nos vieux combats d'autrefois, là, qu'on appelait nos pyjamas. Puis, quand on a croisé le 22e régiment, qu'eux autres s'en allaient, ils partaient, on les a croisés en autobus. Puis, c'était tellement drôle parce qu'ils disaient, « Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que vous faites avec vos vareuses? Vous n'allez pas avoir besoin de ça tout de suite. » là, c'est comme... Mais puis, il faisait chaud. On avait des genres d'autobus écoliers. Puis, les vitres baissées, puis on prenait la chaleur. On avait l'air des petits chiens qui sortaient la tête là, avec la langue sortie à peu près là, pour avoir de la... Parce qu'on s'en allait, on avait, si je ne me trompe pas, 2 heures ou 3 heures de route pour se rendre à Nicosie, là, donc dans ces grosses chaleurs-là. Donc, et on voyait le pays autrement. Là, c'était des choses qu'on ne voyait pas. Là. C'est vraiment un pays où il y a de l'histoire. Il y a plein de choses là, qu'on peut visiter. Donc, ça a été quand même une mission qu'on pourrait qualifier de tranquille, normale. C'était une mission de paix. Oui, moi quand j'ai dit, mon Dieu Seigneur, quand on a fait Chypre, 86-88, je vous dirais à quelle part que je me disais, si mon Dieu, si toutes mes autres missions vont être de même, ça va être wow! Mais c'est pas toute la réalité qui arrive après. Là. Au retour de mission, lorsque vous êtes revenu de Chypre, au plan professionnel, familial, personnel, à la limite, comment c'était? Est-ce que vous étiez le même Daniel Lafontaine qu'au départ? Ah oui. À partir de Chypre, quand je suis revenu, j'étais le même Daniel, j'étais le même Fonfon. La seule chose que j'ai trouvé dure, c'était vraiment être loin de la famille. Et aussi, c'était la première fois que je passais Noël pas en famille. Ça veut dire, on était là du mois d'août au mois de février, fin février-mars. Donc, moi, j'avais fêté ma fête le 16 décembre, le Noël. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez spécial. C'était un peu difficile, sauf qu'en même temps, puis aussi, ce qui était le plus difficile, c'est qu'on n'avait pas les communications directes comme aujourd'hui avec Facebook et tout. Donc, nous autres, on allait dans une petite boîte, on avait le droit à 5 minutes par semaine de communication. Et on allait dans une petite boîte avec un téléphone. C'était tellement drôle. Et on avait nos heures. C'était prédéfini. Et lorsqu'on parlait, c'était comme dans le vieux temps, là, des choses. Donc, on disait à Benet que j'appelle, puis je dis bonjour. Je disais bonjour, Dominique, stop. Donc là, elle avait l'autre côté. Elle disait bonjour, Fonfon, stop. Donc, on se communiquait de même. Donc, il fallait dire à peu près une phrase, stop. Puis on avait 5 minutes. Puis, c'était une personne à l'autre bout, dans l'autre côté, qui, lui, il mettait des petits switch bars, là, des petites cordes. Donc, il fallait faire attention à ce qu'on disait aussi. On ne pouvait pas parler au niveau un peu sexuellement ou peu importe. Donc, c'était vraiment confiné à une discussion comme assez simple. Ça va bien, ça va bien. Donc, je te dirais que les communications se faisaient beaucoup par des lettres. Donc, on recevait des lettres, on écrivait des lettres. Moi, j'étais là presque, 6 mois et demi. J'étais sur l'Advent, j'ai parti sur les derniers. Et j'ai écrit une lettre à tous les jours. Donc, elle recevait une lettre à tous les jours. Donc, parfois, avec la poste, elle pouvait recevoir 5-6 lettres dans une même journée. Et aussi, ce qu'on a vécu, nous autres, c'était la grève de la poste dans ces années-là. Donc, il fallait que ça se tourne assez rapidement. Donc, il y avait un temps où je recevais pas loin d'une vingtaine de lettres qui ne matchaient pas dans la série, parce qu'on faisait 1-2. Et la même chose, Hélène, elle m'écrivait à peu près tout bien, je pense, c'est 2 ou 3 fois par semaine. Donc, on avait plein de choses de même.
Et en même temps, ce que j'ai trouvé un peu drôle, c'est que j'avais demandé en mariage avant de partir. Donc, on s'est mariés en 88, donc à direct après le retour au mois de septembre. Donc, je revenais mi-août et on s'est mariés le 3 septembre, la longue fin de semaine du mois de septembre. Donc, elle me mettait des morceaux de robe, du parfum, tout ce qui était pour mettre, mais je ne savais pas pantoute dans quoi je m'embarquais, là. C'était vraiment... j'ai vécu un peu ce côté-là qui était un peu plus... je te dirais un peu difficile, le côté première mission, l'ennui. Et pourquoi écrire une lettre à chaque jour? Ça, c'est mon style à moi. Le gars, Ben d'abord, c'était un peu comme votre carnet de bord. Vous écriviez ce que vous viviez dans la journée? Oui, je pense que c'était comme un peu... probablement que si j'avais eu Facebook dans le temps, j'aurais probablement écrit tous les jours un peu ce que j'avais fait de ma journée ou peu importe, ou ce qui n'est pas stratégique en tant que tel, parce qu'on n'avait pas le droit de... Peu importe, tu n'as pas le droit de parler de stratégie ou... Mais je te dirais, non, c'était comme un peu mon journal de bord, mon carnet un peu de soulagement, ce que je vivais et tout. Donc, Il y a une mission en 1995, lorsque vous êtes allé en Bosnie, qui a été... vous me disiez là, que c'est une mission qui vous a particulièrement marqué. Parlez-moi de cette préparation-là que vous avez faite avant ce départ-là pour la mission. Mais ce départ-là était un peu plus difficile parce que j'avais eu mes enfants avec Hélène, ma seule conjointe que j'ai eue. Et il y avait quel âge à l'époque? Mathieu, il avait venu au monde en 90 et Audrey en 91. Donc, il y avait 4 et 5 ans, 3 ans et demi et 5 ans. Donc, ça, c'était un peu plus difficile. Une mission quand même assez rock'n'roll. On ne savait pas vraiment dans quoi qu'on s'embarquait. On savait à peu près, il y avait eu depuis 92 des missions, mais c'était une mission de paix pendant la guerre. À peu près, ça ressemble un peu à ça. Et lorsqu'on est arrivé en Bosnie, je vous dirais, à Srebrenica, dans la région de Srebrenica, quand on a atterri premièrement à Sarajevo, on a eu la bienvenue, la tour de contrôle était démolie, plusieurs choses qui étaient démolies, donc c'était comme une bienvenue, c'est comme dans quoi je me suis embarqué. Donc, la préparation que vous aviez faite au départ, avant de partir pour la Bosnie, lorsque vous êtes arrivé sur place, c'était pas tellement la réalité auquel vous vous attendiez? On s'attendait, on savait que oui, il y avait eu beaucoup de bombardements, mais on ne s'attendait pas à une vue aussi rocambolesque que ça. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on n'avait pas de photos, c'était pas médiatisé, on n'avait rien en tant que tel. Là. Donc, eux autres, ils nous disaient, oui, vous allez arriver dans un milieu qui est quand même hostile, mais on n'avait pas rien. Là. C'est pas comme aujourd'hui, parce que tout est live. Là. On voit tout. Là, donc, tu peux savoir exactement à quoi t'attendre. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a, durant cette mission-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prédominant dans la mission? Oui, bien, on a eu ce qu'on appelle le génocide de Srebrenica. Les Serbes, je te dirais, puis je ne veux pas non plus attaquer aucune nationalité, mais je sais que les Serbes, eux autres, étaient vraiment... C'était un peuple qui était dur. Des gens très sympathiques le matin, mais lorsqu'il y avait bu le Slavevic, qu'on appelle, nous autres, c'était une boisson qui est quand même assez forte dans ce coin-là. Pas mal, toutes nous autres, on l'essayait aussi. C'est des gens, quand ils commençaient à être un peu chaudasses, ils devenaient un peu l'autre côté de la médaille, des monstres. Donc, notre job, nous, c'était de nettoyer un peu les villages quand on arrivait, parce qu'on était supposé faire de l'aide humanitaire, on avait des convois, on était supposé d'amener de l'eau, de la nourriture, aider les gens. Puis, on arrivait dans les villages, puis tout ce qui bougeait, c'était des mouches. Donc, moi, les séquelles que j'avais gardées aujourd'hui, ce que j'ai gardé, c'est le grattage de la langue. J'ai aucune... au niveau des visions, j'ai eu les cauchemars après, comme on en parlera plus tard. J'ai eu, après ça, l'odeur, ça a resté plus ou moins, mais je me gratte souvent la langue. Donc, avec les dents, jusque des fois, jusqu'au sang. C'est moins pire aujourd'hui. J'essaie de contrôler cette situation-là, mais c'est pas évident. Et parlons du retour. Lorsque vous êtes revenu de cette mission-là, est-ce que c'était la même chose que lorsque vous êtes revenu de votre première mission de Chypre? Oh, OK, non. Non, là, j'étais plus la même personne. Ça, c'est sûr et certain. J'étais un peu plus agressif, mais je te dirais en même temps, je comprenais un peu ce que j'avais vécu.
mais où je croyais que je comprenais. Mais en même temps, j'étais comme dans ma bulle. On n'en parle pas parce que, premièrement, on disait de ne pas en parler. Deuxièmement, ils nous demandaient de ne pas prendre de photos. Puis pourquoi on nous disait de ne pas en parler? C'était à l'Omerta. Dans les Forces armées canadiennes, tout est Omerta. On le vit encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont Omerta. On a eu des Omerta un peu partout. Là, c'est le silence radio. Pas mal plus difficile aujourd'hui d'avoir le silence radio avec tout ce qu'on a comme communication. Mais dans notre temps... Puis avec votre conjointe, comment ça s'est passé, le retour? Aucune communication. C'était je garde pour moi, je continue, la vie continue. Et c'est la chose la plus simple qu'on avait à faire. Et vous avez fait d'autres missions après celle de la Bosnie? Oui, j'ai fait d'autres missions. J'ai fait Haïti pour remplacer quelqu'un qui était blessé. J'ai fait à peu près 3 mois et demi. Puis après ça, j'ai retourné pour ma dernière mission en Bosnie-Herzégovine. Donc, puis j'avais fait aussi Alert en 94. Donc, tu sais, les enfants, ils ont venu au monde 90, 91, 94, 95, 96, 99. Donc, papa, il n'était pas souvent à la maison. Ça, c'est sans compter. On parle aussi de l'entraînement qui va avec. Donc, on pourrait dire qu'une période d'entraînement et de mission, c'est plus qu'un an. Absolument. Tu sais, c'est 13, 14 mois. Donc, c'est un peu plus difficile. Je vous dirais, les enfants, ils n'ont pas connu ben papa dans le temps. Et vous êtes sorti des forces en quelle année? Moi, je suis sorti à la fin 2003, presque 2004. Et je suis sorti, moi, avec des problèmes physiques. Donc, j'avais été opéré après Haïti. J'avais été opéré dans le dos pour un double hernie discale, donc une discectomie L5-S1. Et je me suis remis en forme parce que je me disais, c'est pas de même que je veux finir ma carrière, c'est pas vrai. Donc, je me suis remis en forme, je me suis entraîné. Il y avait un adjudant-maître dans le temps extraordinaire qui m'avait donné un coup de main de faire réapprendre à marcher comme il faut et tout. Puis, 99, j'ai dit, je veux retourner en Bosnie ou en ex-Yougoslavie pour faire la paix avec, avec ce pays-là. C'est une mission qui a quand même été bien. On a eu nos hauts et nos bas, mais je te dirais, ce que je trouvais le plus drôle, c'était une mission où on se sentait plus comme des prisonniers dans notre campement à Vicky que Cladoussa. Parce qu'on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça s'appelait S4, on était rendu, à ce temps, on n'était plus mission paix, on était rendu avec l'OTAN, Stabilization Force. Puis, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait vraiment là, en tant que tel. Puis, tu vois, on a eu quand même... c'était des missions où là, on avait le droit de revenir à la maison comparativement à Chypre dans le temps, pendant 19 jours. Et je crois que ça, c'est l'erreur la plus difficile qu'on a avec des enfants. Le 19 jours, là, ce que moi, j'ai réalisé, c'est que je pense que j'aurais dû pas revenir et d'aller visiter, de décompresser et de pas revenir. Parce que les enfants, ce que j'ai réalisé avec le temps, les enfants... que tu sais parti 3 mois, 5 mois ou 6 mois, c'est la même chose pour eux autres. Après le 3 semaines, là, 3 semaines partis, là, eux autres sont partis dans leur propre routine. Puis, quand que tu reviens, bien là, ils savent que tu vas revenir telle date, l'anxiété embarque. On passe les 19 jours, mais pendant les 19 jours qu'on arrive, nous autres, le problème qu'on a, c'est qu'elles sont à l'école. Donc là, puis l'épouse travaille, ou peu importe, sont dans leur routine. Et on se ramasse que on est tout seul. Donc, tu sais, pendant 19 jours, donc, c'est ça qui est un peu plus difficile. Le soir, les enfants arrivent, on est content, puis, whoop, bang, on repart. Donc là, il y a encore ce mot juste de deuxième anxiété qui embarque. Et là, les enfants, ils savent que là, pendant 2, 3 mois, 4 mois, on était partis. Donc là, ils disent, oh, ça va être long. Parce que là, le timing est reconnu. Là, un enfant de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans le sait. Oh, là, le cerveau a enregistré. Hey, c'était long la première fois. Comment long qu'il va retourner pour une autre fois? Donc, moi, j'ai trouvé que c'était la partie la plus difficile. C'était de revenir à la maison et de repartir. Ça, c'était vraiment, là, c'était les coups, là. À toutes les fois que ça m'arrivait, je croyais, là, c'était difficile. Donc, j'ai vraiment trouvé ça dur. Et tu vois, là, ce que je vois à cette heure, c'est qu'il y a une chose qui est comme... Puis dur, quand on revenait de mission, c'est qu'on n'avait pas le tampon qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils ont eu les gens quand ils revenaient à Chypre. Nous autres, c'était directement à la maison. Bing, fini mission.
Là, ils nous donnaient des congés, congé du commandant, congé de ci, congé de ça. Tu pouvais partir dans les 2-3 semaines. Aucune rencontre avec des psychologues, rien. Donc, c'est psychologie, mon homme, c'est, gars, ça travaille dans le cerveau, puis essaie de communiquer ça avec tes amis, à part qu'entre frères et sœurs d'âme, on se comprenait. Mais la famille, même si tu essayais de les expliquer, oublie ça. Puis, il y avait toujours la même omerta que de ne pas parler de ta mission. Je te dirais, plus quand on approchait vers la Bosnie, la dernière, il y avait plus de photos qui se prenaient, c'était moins caché. On a même eu un CD de photos qu'on a eu, il y avait des photographes et tout. Donc, le 99 était moins dur. Donc, c'était quand même une belle fin de carrière pour moi en tant que tel. Mais je ne savais pas que j'étais pour finir ma carrière là, mais c'était une émission que j'étais content de faire pour faire la paix avec moi-même et avec les missions. Donc, lorsque vous êtes sorti, le Daniel Lafontaine qui a passé plus de 20 ans dans l'armée, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il quitte l'armée? Bien là, il se pose des questions parce que moi, je suis sorti frustré Je suis sorti médical, donc là, le dos avait remangé un coup. Quand en 99, j'avais tombé en bas de la tour, quand on avait été calé sur une des... on avait des genres de... alert, des alertes oranges, alertes rouges, des choses de même. Donc, on faisait aussi des pratiques, puis il y avait aussi des alertes qui se passaient parce que le Kosovo avait éclaté pendant qu'on était là-bas. Et quand je suis venu pour monter dans le tour numéro 6, je ne me trompe pas, ou 7, là, je ne me souviens plus trop exactement, je suis tombé en bas sur le dos. Donc, je suis revenu en haut avec le caporal-chef et il me demandait, bien, est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout est beau, tout est correct, mais j'avais des douleurs. Mais c'est pas grave, donc... notre orgueil, on la garde pour nous, puis on continue, puis on s'amuse. Quand je suis revenu, bien là, j'ai réalisé que, oups, j'avais des douleurs, mais je continuais. Donc, j'ai demandé d'être muté. J'ai fait le projet Iris. Donc, c'était quand même quelque chose de bien. Et c'est quoi le projet Iris? Le projet Iris, c'était de reconditionner les véhicules pour avoir les nouveaux systèmes de communication dedans. Donc, ils m'ont transféré à ce projet-là. J'ai vraiment aimé ça. Et j'ai fini ma carrière, étant donné mes blessures au dos, j'ai fini ma carrière à l'école des langues, qu'on appelle. Donc, tous ceux qui voulaient parler anglais ou français, peu importe les communications qu'il y avait pour se rendre là. Donc, j'étais au quartier maître là, d'école des langues et j'ai terminé ma carrière là. Et j'étais comme... Je me sentais un peu comme quelqu'un d'inutile quand j'étais rendu là. Tu sais, moi, j'étais un gars qui aurait aimé ça finir ma carrière à 35 ans. Tu sais, je serais dans ma 35e, 34e année, là, à peu près, plus ou moins 34e année. J'ai toujours voulu... j'ai réalisé que j'étais un soldat dans l'âme. Puis que je savais pas pantoute que j'étais pour être un soldat, là. Tu sais, c'est à partir avec ma grand-maman qui m'avait suggéré ça. Donc, je savais que c'était dans moi. J'aimais ça. Et quand je suis sorti de là, j'étais frustré. J'étais frustré des Forces armées canadiennes de m'avoir laissé tomber. Je me sentais comme que j'avais été laissé tomber, mais en même temps, il n'y avait pas le choix. Tu sais, j'étais plus vraiment apte de faire ce que j'étais supposé de faire là, comme soldat. Et on fait quoi? On fait quoi de nos journées? Vous nous disiez tantôt que vous vouliez rester dans l'armée. Alors, on fait quoi de nos journées? Bien là, j'ai tombé sur ce qu'on appelle un programme, ça s'appelait CCIB dans le temps. Qui est encore aujourd'hui, qui existe encore. Et là, ils m'ont envoyé voir un orienteur et tout. Puis je ne savais pas trop quoi m'embarquer, mais dans le temps, on était dans les débuts des sites web. Et là, ça m'intéressait, tout le côté faire des choses. Je voulais vraiment faire quelque chose de différent de ma vie. Et j'ai décidé d'y aller à fond de train. J'ai été en ville sur la formation. J'ai fait la formation de WebMess pour réaliser qu'au bout de la ligne, ce n'était pas pour moi, pas le côté réalisation, c'est que mon bras, en cause de mon dos, mon cou et tout, j'avais toujours des douleurs. C'est là que j'avais réalisé que, baptême, je suis plus magané que je pensais. J'avais de la misère à garder ma main sur la souris et tout, et tu sais comme moi que c'est beaucoup de travail au niveau des écrans et tout, et c'était l'enfer. Donc, j'ai fini mon cours, et j'ai décidé que non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, j'ai demandé à CCIB de faire une deuxième formation et ils ont refusé. Donc, j'ai dit, je fais quoi? Et entre-temps, bien, j'ai eu un de mes grands amis à moi, Jean-Pierre Gamache, qui était avec moi dans le temps de l'artillerie,
qui était courtier immobilier, il m'a dit, Fonfon, je te verrais, moi, avec l'entre-gens que tu as, de t'en aller comme agent immobilier. Et j'ai dit, ben, pourquoi pas? J'ai dit, je vais le payer mon cours. Et j'ai été François-Xavier Garneau au collège pour faire ma formation. J'ai commencé avec Royal Lepage Interquébec et instantanément, ça a été un succès, ça a été formidable, extraordinaire. Ça rentrait, les mandats rentraient, les acheteurs, ça allait super bien. Mais en même temps, je travaillais énormément. Je ne comprenais pas pourquoi que je travaillais énormément. Et j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. La 3e année, là, ça commençait à mal aller. Pas au niveau des finances et tout, ça commençait à mal aller. J'étais encore avec ma conjointe. On était dans le temps là, que ça commençait à brasser beaucoup. Et je commençais à faire des cauchemars. J'avais des grosses sueurs. Des fois, je pouvais me lever le lendemain matin, tout trempé en navette. Moi, je pensais que j'avais uriné dans mon lit. Tu sais, je me disais, mon Dieu, comment ça, je suis tout trempe de même? Mais c'était pas ça pantoute. J'étais tout trempe au niveau de la sueur et tout. Puis pendant ma formation, ben j'avais rencontré, il y avait des belles femmes dans notre cours. Moi, ça allait pas bien déjà avec mon ex-épouse. Donc, commençais à côtoyer quelqu'un sans vraiment faire rien avec, mais de côtoyer, de faire des sorties et tout. Puis après ça, ben j'ai décidé de quitter la maison sur un commun accord avec mon ex-épouse. Et là, j'ai commencé à m'ennuyer des enfants. Tu sais, j'allais les chercher à l'école. On savait que je les envoyais à l'externat Saint-Jean-Eudes. Et j'allais les chercher le matin, j'allais les amener, je les ramenais. Et là, je commençais à m'ennuyer. J'ai même fait plein de conneries. J'ai même, pendant ces temps-là que c'était difficile, j'ai fait tout ce que tu peux imaginer. J'ai décidé d'embarquer dans des raves. Let's go, mon homme, je dansais. Moi, jamais dansé. Ah oui, mon homme. Même, je pourrais te l'annoncer, regarde, il n'y a pas grand monde qui le sait. Même commencer à faire de la pinotte, les ecstasy, les speed. C'est un coming out que je fais, là, c'est la première fois que je vais en parler. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vivre ces expériences-là? Ou en tout cas, du moins, parce que j'imagine que vos proches ne vous reconnaissaient pas, là? Le monde ne savait pas pantoute. Ça, c'était mon autre monde à moi, autrement. Je pense qu'au travail, j'étais avec un partenaire, c'est là que lui s'est aperçu que, oups, là, ça commence à déraper. J'arrivais les yeux cernés, j'avais dansé toute la nuit, je remettais mon habit, ma cravate, puis let's go, on continue à travailler. Donc, je pouvais être 3-4 jours à pas dormir. J'ai fait ça pendant un mois et demi, pour réaliser, mon Dieu, c'est pas ça pantoute que je veux dans la vie. Moi qui est un anti-drogue, anti-ci, anti-presque tout, je suis conformiste à la loi et tout. Je l'avais même parlé plus tard, je te dirais quelques années plus tard à ma fille, puis elle a fait comme le saut. Mon Dieu Seigneur, papa, je te pensais jamais vraiment à faire des choses de même. Donc après ça, on avait fait un deuxième essai avec mon ex-femme. Je suis revenu à la maison. Ça n'a pas fonctionné. J'ai réalisé que là, je n'étais plus pantoute la même personne. J'ai vraiment vécu ce qu'on pourrait dire. Là, je me suis ramassé vraiment dans le bas fond. À garder toutes mes pelules, parce que là, j'avais commencé à ramasser des pelules et tout, parce que je n'étais pas encore diagnostiqué rien d'autre à part que mes problèmes de santé physique. À essayer de me suicider avec des pelules. Ça a été là. Ça a été vraiment le profond. Après ça, je te dirais, il y a un ange qui est arrivé dans ma vie. Le major Descoteaux, Chantal Descoteaux, qui était la médecin-chef qui était dans les fosses, qui me donnait un coup de main, parce que j'avais de la misère avec les anciens combattants Canada pour me faire reconnaître, pour avoir des pensions pour mon dos. Parce que là, quand tu sors, tu n'as plus de salaire, tu n'as plus rien, à part qu'une petite pension que j'avais à peine, je pense, c'est 1400 pièces par année, par mois, excuse-moi. Tu vas pas bien loin. Là. Donc, je donnais une pension à mon ex, les enfants et tout, donc il me restait pas grand-chose. Là. Il me restait à peine 300-400 pièces pour vivre par mois. Donc, je me suis ramassé presque sur le bord de vivre dans la rue. J'ai été chanceux, justement, mon grand ami Jean-Pierre Gamache qui m'a fait rentrer, il y avait un bloc, j'ai pu avoir un petit logement que je payais pas trop cher, qui m'a aidé. Il m'a vraiment aidé. Est-ce que vous aviez gardé contact avec des collègues qui étaient toujours dans l'armée à ce moment-là? Je te dirais que probablement le seul contact que j'avais, c'était, là, comme courtier immobilier, j'avais gardé... C'est là que je me suis rapproché des Forces armées canadiennes. Je me suis dit, mes clients vont être les gars des Forces canadiennes.
Et j'ai décidé de me spécialiser vraiment dans le house hunting trip, donc le voyage de recherche à domicile, étant donné que j'avais fait plusieurs déménagements avec mon ex-épouse. Et c'était vraiment... c'est l'anxiété au maximum, là. Tu sais, quand on parle d'anxiété, les gars, quand ils sortent des Forces armées canadiennes, on peut parler de syndrome post-traumatique ou d'état de stress post-traumatique, on peut parler de blessures de guerre, mais il ne faut pas oublier que l'anxiété, elle est énorme. Juste un déménagement, de prendre les enfants, de les sortir des écoles, de les amener dans une autre école que tu ne sais pas dans une autre province s'ils vont pouvoir continuer dans leur langue, c'est de l'anxiété. C'est énorme. C'est énorme comme fardeau. Faire un voyage à recherche à domicile, trouver une maison en une semaine, c'est énorme comme fardeau. Laisser les enfants derrière, des faire garder par soit... moi, où j'étais, les grands-parents étaient loin des deux. Moi, ma mère puis mon beau-père vivaient dans le nord de l'Ontario. J'étais à Ottawa. Les parents d'Hélène vivaient ici à Québec. Donc, on était à 5 heures de route de chaque côté. Donc, laisser les enfants, pas des inconnus, mais des amis militaires pour faire notre house hunting trip, pour revenir, c'était quand même assez heavy, comme on dit. Et revenons à ce que vous appelez votre descente aux enfers. Ça a duré combien de temps? Ça a duré jusque... la descente aux enfers, il ne faut pas oublier. Après ça, j'ai commencé à avoir de l'aide, parce que là, Bob Danny, qui est mon deuxième ange dans ma vie, qui travaillait au BBSO, ou SSBBSO, ou OSIS, qu'on appelle en anglais, nous, qui est plus simple, m'a fait rencontrer, après ça, passer par le TSO, puis avoir de l'aide pour me faire diagnostiquer une blessure psychologique, une blessure de guerre, ou ce qu'on appelle blessure opérationnelle. Donc, l'état de stress post-traumatique, plus aussi le syndrome, pas le syndrome, ce qu'on appelle l'anxiété généralisée non définie avec humeur dépressive et agressive. Donc, j'avais les deux. Tu peux avoir juste une ou l'autre, tu peux avoir les deux, ou juste... moi, j'avais les deux. J'étais devenu très agressif. Même envers au niveau des blessures de parole, au niveau de mon ex-épouse, les enfants. Je te dirais que mon garçon il a été vraiment hypothéqué là-dedans. On vit encore ces répercussions-là. Mathieu vit avec moi encore. Il a 27 ans aujourd'hui. J'ai eu des hauts et des bas avec lui. On a eu chacun nos hauts et nos bas. Mais c'est le soutien mutuel entre les deux qui fait qu'on continue à s'en sortir. C'est pas évident. Il va commencer un cours bientôt, au mois d'août, donc c'est une fierté de voir que je n'ai pas abandonné. Je pense que le fait, c'est mes enfants qui me gardent en vie. Ça, c'est sûr et certain, c'est mes enfants qui me gardent en vie. Et aujourd'hui, le Daniel Lafontaine, qu'on appelle Fonfon, c'est quoi ses projets? Là, mes projets, c'est prendre soin de moi. Parce qu'après que j'ai sorti de tout ce dilemme-là, Fonfon, il a refait la même erreur que quand il a travaillé comme courtier immobilier. Au lieu de travailler, il faisait du bénévolat. Mais il faisait du bénévolat 80 heures par semaine. Aidait ses frères et sœurs d'âme énormément. Puis il était fâché? Oui, fâché contre le système, fâché contre lui-même de ne pas être capable de sortir ses frères et sœurs d'âme de la merde, pas être capable d'être plus fort, même envers lui-même. Je te le dis, c'est ah, merde. Non, c'était comme pas... Je pense le fait d'être vraiment impliqué là-dedans, c'était de ne pas voir le monstre en moi dans le miroir. J'avais pas le temps de me regarder, donc c'était go, 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 go tout le temps. Et j'ai frappé un deuxième mur, je te dirais à peu près il y a 1 an. Un deuxième mur. C'est quand même assez récent. Oui. De vraiment dire qu'est-ce que je veux dans la vie. Qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie. Parce que là, je m'apercevais que j'étais raide comme une barre. Mon chiro, je fais du... Tu sais, je suis en chiro depuis 99 avec le même chiro. Je fais de la masso, je m'occupe de moi. Mais là, c'est plus intense encore aujourd'hui parce que j'ai resté avec des douleurs chroniques.
Beaucoup de problèmes. Tantôt, on parlait du micro. Pourquoi tu ne le tiens pas avec ta main droite? Avec le temps, je l'aurais échappé. Donc, j'ai beaucoup de problèmes avec ma main, mon bras droit, le cou, les épaules, le genou, les pieds, le dos. Mais je ne m'apitoie pas sur ça. J'ai décidé de me reprendre en main. Je me donne une troisième vie. Je pense que je suis comme un bon vieux chat qui veut pas se laisser aller. Je suis comme sur un respirateur éternel de bonheur. Ça veut dire qu'au lieu de toujours chialer, parce que c'est ça que je faisais beaucoup, je chialais contre tous les systèmes imaginables, j'ai décidé, non, je vais autrement agir et non réagir. Je vais être proactif dans tout ce que je vais faire. Ça veut dire aimer ce que je fais. Puis si j'aime pas ce que je fais, bien, je vais l'abandonner. Ça ne me donne rien de garder les choses qui ne sont pas propres à moi. Et ça, c'est difficile. De dire non à quelqu'un, dire non à quelque chose que j'aurais le goût d'embarquer dedans, parce que Fonfon, il a le goût d'embarquer dans toutes sortes d'affaires. Fonfon, il veut tout faire. Fonfon, il veut tout goûter. Fonfon, il veut pas abandonner, ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est ça qui est le plus difficile. Parce que, dans la vie, comment qu'on pourrait dire ça? Il y a une chose, une promesse que j'ai faite à mes enfants, c'est que jamais qu'il va rentrer un arme chez moi. Parce que ça serait tellement facile de se mettre un fusil, le baril dans la bouche, puis de se tirer. Dieu sait que j'aurais eu le goût souvent de le faire. Même après mes thérapies, même après le TSO, j'aurais eu le goût de le faire. Il y a des journées là, où je suis tombé dans le bain. Là. Premièrement, quand je vivais avec mon fils, je voulais pas le laisser voir que je pleurais. Donc, souvent, je le faisais dans la douche. La douche, je fermais la porte, le ventilateur qui marche, et je tombais à genoux et je broyais. Je broyais comme un bébé dans le fond de la douche. Puis, je me laissais aller. Après ça, bien, je sortais de là avec un grand sourire. Puis, c'était un faux sourire en tant que tel. Là. Avec le temps, Mathieu, il a compris là, que 3-4 fois de douche par jour. Puis, vous n'étiez pas allé chercher de l'aide à ce moment-là? Oui, j'étais suivi par mon psychiatre quand même. Mais il y a des choses qu'on cache, nos psychiatres, quand même, encore. Tu sais, ce qui est plate, c'est on ne dit pas tout. On a de la misère, mais eux autres sont pas fous. Hein? Je te dirais que le TSO ne sont pas fous parce qu'ils viennent te chercher quand même à quelque part. Ils découvrent avec le temps. Puis, il y avait un temps, ça, c'était mon troisième ange. Le docteur Auger, c'est le troisième ange. Moi, j'ai eu 4 anges dans ma vie. Et docteur Auger, bien, il a réussi parce que, tu sais, il veut pas, on embarque ses médicaments. Et là, les premiers médicaments ne faisaient pas. Mal de cœur, la diarrhée, on griche les dents, on a des tics, et ça ne file pas. On veut tout abandonner encore. Puis il y en a qui me disaient « Ah, lâche tout ça, c'est de la merde, fond, c'est pas bon. » Je me disais « Non. » J'ai dit non, je lâcherai pas. Je vais continuer à les prendre. C'était dégueulasse. Il y avait des médicaments qui coûtaient ferreux, puis ça redonnait le même goût que j'avais sur ma langue. Donc, je grattais encore plus. Ça allait au sein. Et après ça, ben, on a fait des changements de médicaments jusqu'à temps qu'on découvre les bons médicaments. Et ça a pris presque, je te dirais, un bon 18 mois avant de découvrir tout ce qui était vraiment le bon match. Et après ça, ben aussi, tout l'autre côté de la médaille, c'est le réentraînement. Dans mes douleurs chroniques, j'ai décidé que non. J'ai dit, il ne faut pas arrêter tout. Il faut recommencer, mais intelligemment. Et c'est ça que j'ai fait. C'est de commencer intelligemment. Pas évident, là. Non, j'imagine. Surtout avec toutes les blessures qu'on a chroniques, parce que, veux pas, le chronique, les douleurs physiques jouent avec le cerveau. Et déjà que tu as des problèmes avec le cerveau, donc le cerveau joue avec ton c'est pas un bon match. Donc, le médicament, je prenais 13 médicaments un certain temps. Puis là, bien, avec le Chiro, je l'avais abandonné un certain temps parce que là, ça allait bien. Ah, médicament, tout va bien. Pas de douleur. Je l'avais abandonné. Après ça, oups, ça a été une autre partie d'enfer qui a décollé. J'ai retourné le voir pour redécoller la machine. Et depuis ce temps-là, je fais ce qu'on appelle je me soigne semestriellement. Je suis les conseils de tous les gens autour de moi. Chaque personne m'apporte quelque chose. Là, je suis rendu avec un ostéopathe. Donc, j'ai des soins 2 fois semaine le chiro, 1 fois semaine le masso, 1 fois semaine le physio.
Je faisais de l'acupuncture. Là, stéo 2 fois semaine, du yoga, tout ce que tu peux imaginer. J'ai recommencé à faire de la marche, suivi un conseil avec le coureur nordique. Il y a un petit programme que j'ai commencé. Tous ces côtés-là, j'aimerais ça recommencer à faire de la bicyclette. Donc, tu sais, tous ces petits côtés-là qui fait que je me sens bien moi-même. Donc, malgré mes douleurs chroniques, je me sens bien dans moi-même. Ça veut dire que je vois tout. Fonfon ne reviendra jamais, le Fonfon qui était en forme au maximum physique et tout. Donc, je suis tous bien de vivre avec mes douleurs. Puis, je dois dire, comme mon chiro me dit, tu es tous bien de vivre en dents de scie. Ça veut dire en petits moments tout le temps, que des vivres en pic, up and down, comme je faisais, comme un roller coaster, une montagne russe. Donc, quand j'ai compris ce pattern-là du Nancy, mon doux Seigneur, la vie change. Elle change énormément et elle change pour le mieux. Puis, je te dirais, depuis, comme je te disais, à peu près 10 mois, 1 an, j'ai décidé de prendre soin de 2 mois. Ça veut dire j'ai lâché tout ce que tu peux imaginer. Fonfon, il y a tellement de projets à faire qu'il voudrait faire et qu'il voudrait aider les vétérans. Puis ça, on en parlera dans notre prochaine chronique plus tard. C'est vraiment... Je pense que le soldat en moi est toujours là. Et c'est le soldat de la première ligne, présentement, le combat sur le plancher de vache, présentement, qu'on fait avec nos vétérans. Puis je te dirais, pas les vétérans qui sont déjà là, les vétérans qui s'en viennent. C'est là que j'ai compris que je vais changer de bras. Là. C'est ça que je vous disais tantôt, le problème de mon bras. C'est correct. C'est le travail présentement entre quand les gens sortent des fosses puis quand ils s'en viennent vers les anciens combattants. Et en terminant, ça serait quoi le message que vous voudriez lancer aux gens qui nous écoutent et qui ont vécu ou qui vivent une situation comme la vôtre, ce qu'on appelle la descente aux enfers? Bien, c'est de ne pas lâcher. Premièrement, d'écouter les gens autour de vous. Les professionnels, là, ils comprennent exactement. Je vous dirais présentement, là, je le crois fermement, que le Canada, présentement, est un des pays le plus avancés au niveau de l'aide apportée à leurs vétérans, psychologiquement et physiquement. Et il ne faut pas lâcher. Me dire, là, si tu abandonnes, il n'y a plus personne qui peut t'aider. La seule personne qui peut s'aider, c'est soi-même. Je le dis toujours, il y a 2 proverbes que je dis toujours. La personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Et la deuxième, c'est, tu peux apporter le cheval à l'eau, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Puis ça, je le dis tout le temps. Tu peux pas aller plus loin que ça. Dans la vie, si on abandonne, il n'y a personne d'autre qui va venir te chercher. Bien, Daniel Lafontaine, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Bonjour. Sur la ligne de combat cette semaine, dans le segment « Nos vétérans et l'histoire », je poursuis mon entretien avec Jean-René Descaries, ancien combattant de la guerre de Corée, qui nous parle du reste de sa carrière militaire. Rebonjour, M. Descaries. Content de vous voir. Merci. Donc, on est à Witjombo, Oui. où vous prenez quelques jours de repos. C'est ça. Puis par la suite, vous vous dirigez, je crois, vers Tokyo. Oui, 1 mois après avoir été là, plus que ça, 2 mois après avoir été là au Jumbo, là, j'avais un R&R qui appelait, là. C'est d'aller 5 jours à Tokyo. Puis tout était mes dépenses étaient payées. Fait qu'on était à Tokyo. Puis quand je suis revenu, bien là, j'étais encore en forme, mais là, j'ai continué jusqu'à temps que je sois prêt à descendre au Canada. Comment c'était Tokyo à l'époque? Comment? Comment c'était Tokyo à l'époque? C'était pas comme aujourd'hui, là. C'était réellement pas riche, puis pas pauvre. C'était juste parfait. On sentait que les années de guerre avaient fait leur travail. Oui. Les femmes étaient belles, par exemple. Oui? Oui. Les geishas? Non, pas des geishas, les femmes. Les femmes. Je me suis fait une blonde par là. Pendant combien de temps, la blonde? 1 mois. OK. Le temps l'entraînement, j'ai eu à Hiro. OK. D'ailleurs, je vais vous emmener la photo. Une autre journée, je vais vous la montrer. Parce qu'après Tokyo, donc, évidemment, on s'en retourne au Canada.
On s'en retourne en Corée. On retourne en Corée. On retourne en Corée. OK. Puis je finis mon temps en Corée. Vous avez fait combien de temps à ce moment-là? J'ai fait en tout là, 14 mois à partir de Québec au mois d'octobre, aller à 23 décembre à Québec, à Montréal. OK. Puis le retour à Montréal, comment ça se passe? Ça a bien été. Quand je suis arrivé à Montréal, mon père, il m'attendait à la gare. Mais moi, vu que je correspondais pas mal, je faisais des correspondances avec les Canadiennes, les Québécoises, là. Là, l'écrivais, puis ils m'écrivaient. Puis là, ben, je leur ai dit tout que j'arrivais le 23 décembre à Montréal, à la gare centrale. Mais là, j'ai pris mes bagages, je me suis sauvé. Puis j'ai dit, il faut qu'il y ait une gang de filles, une gang de femmes qui soient là. Puis là, ça chicane de poignée. Mon père, il dit, je t'ai pas vu. J'espère, j'ai parti vite. Qu'est-ce que vous retenez comme souvenir de votre mission en Corée? J'ai bien aimé ça, j'ai aimé ça. Malgré qu'il y avait des choses qui n'étaient pas de bien beau. Mais Comme par exemple? Ben, j'ai eu un de mes amis qui a fait une patrouille. Il était dans les lignes des Chinois, de la Corée du Nord. Et puis, il a été fait prisonnier. OK. Fait qu'il est resté là quasiment 2 ans, certains 2-3 ans là. 2 ans prisonnier? Ouais. Avez-vous eu des nouvelles de lui par la suite? Oui, il est revenu au Canada, puis je l'ai revu. Après ça, mais là, il était pas mal. Il avait perdu la tête complètement. Là. Et est-ce qu'il vous a Il m'a raconté? reconnu, mais pas plus. Là. On avait des misères à communiquer ensemble. Là. OK, lui, évidemment, il avait vécu 2 Il années avait difficiles, vécu là. pas mal de choses. Lui. Est-ce qu'il vous en a parlé un petit peu? Un peu. Qu'est-ce qu'il disait? Ouais, et là, il disait qu'il marquait sur ses pieds, là, en dedans de ses souliers, il marquait tous les noms des gars qui étaient là, qui étaient prisonniers avec les Chinois, tous les Québécois. Il y en avait plusieurs? Ben, là, je ne sais pas, ça, je n'ai pas demandé. OK. Puis, parce que dans le fond, je pense qu'il y a eu autour de 515, 516... 515 morts. Puis des blessés. Puis Blessés, je pense que c'est 3800, 2800, je pense. sur les 26 000. Ouais. Ça fait quand même... Ben, pas mal, ouais. Parce que quand on... Puis en Corée, si comment je pourrais dire, donc, les conditions de détention, vous, est-ce que vous en aviez des prisonniers que vous aviez du côté chinois? Il y en avait, mais ils ne passaient pas pour nous autres. C'est le commandant qui les prenait et les emmenait en arrière. OK, donc vous n'aviez pas... Non, j'ai pas eu contact avec les autres. Pas tout. Parce que il y avait aussi des forces, je crois, de la Grande-Bretagne, il y avait l'Australie... Il y avait 11, je pense qu'il y a 11 nationalités qui étaient là. Il y avait des Arabes, il y en avait plusieurs, Américains. Mais ils disaient toujours qu'un Canadien faisait 10 Américains. Pourquoi? Pour l'entraînement. Pour l'entraînement? Ouais. Ils étaient mieux entraînés? Nous autres, on était mieux entraînés que les autres. Parce que les Américains, c'était-tu des GI? Ben, il y avait GGI, il y avait toutes les sortes des Américains. Et les Américains, les autres, ils se promenaient, même j'ai changé une bouteille de bière pour un 45, un revolver 45. Fait que ça n'en faisait pas écrire, les autres. OK, les autres... Là, ici, moi, j'ai perdu un, puis il leur donnait un autre. OK. Les autres, c'était pas le cas. On avait même volé un Jeep, là. On avait peinturé le Jeep, on a les affaires américaines, puis là, on a gardé le Jeep. OK. Ah oui, le Jeep était tout seul. On s'en était occupé. Puis vous avez eu l'occasion de voir aussi d'autres nationalités, comme vous disiez? Ah oui. Il y avait des Arabes, il y avait des gars avec des grosses machettes, là. Ça, je n'avais peu. J'étais jeune, mais dans ce temps-là, j'avais peu de ça. Mais en termes de je dirais, de socialisation, c'était le minimum, là. Oui. Vous n'aviez pas l'occasion trop de jaser à ce moment-là? Non, bien, on choisait avec les RCR, Oui. quand on choisait, ou quand on se battait pas avec les autres, mais on jouait avec. Vous vous battiez? Ah, mon Dieu, oui. RCR, les 22 avec les RCR et puis Chalet, ça ne marchait pas ensemble. OK, comptez-moi un peu. Non. Il y avait un genre de petite rivalité, là, de grosse rivalité? Ah oui. Même en Allemagne, pareil. Ça allait pas, leurs affaires. OK. Même avant de monter en Corée, on était à Wainwright. Et puis, le 22, on a tout brisé la ville en envers. On a tout reviré la ville de Wainwright en envers. On avait rentré dans les bars, on avait tout cassé les bouteilles, puis on a parlé avec les Anglais. OK.
On n'était pas tranquille, on n'était pas reposant. Mais le 22 a toujours eu, comme on dit, une réputation, comme Réputation on dit, de boxage. oui, puis de gars, comme on dit, qui tiennent leur bout. Là. Ah oui, on tenait notre bout, puis on se tenait debout. Donc, après Tokyo, c'est-à-dire une fois à Wujumbo, Oui. là, vous retournez au Canada? Après au Jumbo, j'allais à Naranar, au Japon. OK. Puis là, je suis retourné en Corée, fini mon temps. Puis après la Corée? En novembre, bien là, On ils nous ont retourne envoyé. On retourne au Canada. Au Canada. Ouais. Puis là, bien évidemment, vous nous parliez de Montréal tantôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, vous êtes resté dans l'armée plusieurs années par la suite. Oui. À votre retour au pays, qu'est-ce que vous faites? Ben, quand je suis arrivé à Montréal, là, ben, on avait des pauses, on avait une pause à 4 jours. Puis là, on a remonté avec le quartier. OK. Puis là, avec le quartier, là, j'ai été prendre des cours de parachutistes à Shiloh, à Wainwright. Pas Wainwright, à Shiloh, puis voyons. Au Manitoba? Alberta, Manitoba, attendez. Wainwright, puis à Rivers, Manitoba. Rivers, Manitoba. Rivers, Manitoba, puis Shiloh. C'est les deux places. Puis vous êtes resté là pendant l'entraînement dure combien de temps? L'entraînement a duré à peu près 3 semaines. OK. Puis on s'est revenu à Québec. Et puis là, ben, on a fait de l'entraînement encore. Mais il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, quand on est arrivé au camp avec le quartier, après la venue de Corée, là, ils ont pris 16 gars. Ils nous ont pris 16 personnes là, qui revenaient de Corée. Ils nous ont tout donné chacun une barre pour nous donner un peloton pour faire de l'entraînement, pour les entraîner. OK. Le peloton, habituellement, c'est 20, 30, 35 personnes, mais nous autres, on en avait 125, 150. Chacun? Chacun. On était 2 pour 125, 150. Fait que ça faisait de l'ouvrage. Après ça, on a parti de Québec, Valcartier. Là, ils nous ont envoyés en Allemagne. 2 ans en Allemagne. À quel endroit? À Wörl. On a été à Wörl, Fort Saint-Louis. C'est nous autres qui avons ouvert le camp. Puis quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai tombé avec la fanfare, l'amben. Je jouais du drum, du snare. OK. Et puis, ça allait bien. J'aimais bien ça. Avez-vous fait des opérations particulières en Allemagne? En Allemagne, on a fait de l'entraînement. Avec là, j'étais aussi sur le transport. J'ai fait pas mal toutes des affaires. J'ai joué au softball. Là. On a gagné le championnat, on a été joué à Metz, à Grosse Tanker. Ça allait bien. Comment c'était payé à l'époque dans l'armée? 77 piastres par mois. 77 piastres par mois. Ouais. Mais là, on était nourris, couchés, puis habillés. OK. Puis en même temps, est-ce que vous aviez, je dirais, des bonis particuliers ou c'est un... Oui, quand on sautait en parachute, on avait 30 piastres par mois. Puis là, ben, moi, ce que je faisais, là, il y en avait qui avaient peur de sauter. Là. Ils me demandaient de sauter à ma place, oui. Fait qu'ils me donnaient 20 piastres puis ils gardaient 10 piastres. OK. Fait que je faisais de l'argent. Puis c'est vous qui chantiez Alouette là, quand c'est le temps de... Oui, le premier coup, là, quand j'ai fini mon cours. Là. Parce que vous avez fini premier, hein? Oui, j'ai fini le premier, pour ça qu'il m'a fait chanter Alouette. Comme ça, c'était payant un peu d'une certaine manière. Ah oui. Puis à part de ça, on avait un autre commerce aussi. Les soldats, on leur prêtait 10 piastres, puis on leur demandait 15 piastres. Fait que ça, c'était la chose. Là. Au ballon, 5 piastres, 7 piastres, ils nous remettaient 7 piastres. Fait qu'on fait de l'argent. Après ça, les cigarettes. Les cigarettes, on avait un petit paquet de cigarettes, on vendait ça aux Allemands. Comment ça se vendait, un paquet de cigarettes? 10 cents. 10 cents. Ben, on les vendait 1 pièce aux Allemands. Ils les achetaient. Je me suis acheté un Opel Olympia avec ça. Un quoi? Un Opel Olympia. Une voiture? Une petite voiture, oui. OK. C'est fait par Chevrolet, là. Puis, je voyageais. Je me suis fait une blonde en Belgique, puis là, voyage en Belgique. Puis là, ben, elle m'appelait. Elle disait, tu viens-tu faire un tour en fin de semaine? Non, j'ai pas de l'argent. Il y a temps, tu n'as pas besoin d'argent. Il y a temps. Elle payait pour moi. OK. Fait que, elle voulait me boire. Mon Dieu, elle était en avant de son temps. Elle voulait me boire. Puis le reste du... je peux dire, en Europe, comment c'était après la guerre? C'était bien. Moi, j'ai fait plusieurs pays, plusieurs places. Et puis, on était 2 gars. On a monté à Dortmund. Puis on était dans un pub bien gros pub allemand. Là. Il y avait rien des Allemands, là. Rien des Allemands.
Puis on était assis avec les Allemands, puis on jouait avec les autres, puis on prenait des coups, puis Prost, puis ça y allait à les bras. Quand on revenait au camp, bien, on était prostés pas mal. Oui. On a eu du fun, vraiment. En Allemagne, là, c'était le fun. Puis vous êtes resté 2 ans là? Oui, 2 ans en Allemagne. J'ai retourné là, en 2000, je pense que c'était en 2000, 2001. J'ai retourné à Werl, puis on a monté faire un tour à Dortmund aussi. Avec d'anciens confrères? Oui, on était à 12, plus que ça, 12, 13, 14. On a monté, puis on a été en Allemagne, en Belgique, Allemagne, Hollande. Puis là, on voulait aller en France, mais là, en fin de compte, on n'a pas le temps. Ça a bien été, ça, bien du fun. Rien qu'en affaire, le manger n'était pas pareil. Non? Non. C'était... Dans mon temps, en 52, 53, 54, on avait des grosses saucisses de même avec des patates qu'on appelle salade, qui appellent des patates, salade de patates. C'était bonne. Après ça, les côtes levées, c'était bon aussi. Des chops de l'or, là, crus, là, cuits, mais c'était que foie. On mangeait ça avec des patates. Là. Mais là, on a essayé d'en trouver, on n'a jamais été capable. Ils ont changé le menu. Vous voulez dire quand vous y êtes on a retourné, là, OK. en 2000 quelque chose. ça avait changé un petit peu. Ils ont changé le menu. Puis après ces 2 années-là en Allemagne, vous êtes revenu au pays? Je suis revenu au Canada. C'est à Québec, ça. Et puis là, ben vers le mois de février, attendez, marié, là, je me suis marié, là, le mois de février, mars. J'ai demandé pour voir si je pouvais aller à quelque part d'autre, là. Ah non, il dit, vu que tu es marié, tu ne peux plus aller nulle part. Parce qu'il y avait le Vietnam, vous voulez aller. Mais le Vietnam, il n'envoyait pas de Canadiens, c'est rien des Américains qui allaient là. Fait que... Là, on est à quel moment? Fin des années 50, début des années 60? Non, on est rendu en 60, là. OK. 60, oui. On est rendu en 60. Puis là, à ce moment-là, vous quittez l'armée? Oui, je quitte l'armée. Là, je demande, vu que je ne pouvais pas voyager, parce que vu que je suis marié avec des enfants, et puis en 60, j'ai sorti, en avril 60, avec une discharge honorable. Mais là, ben, j'avais appris à jouer du sax en Allemagne. Je jouais du sax, j'avais acheté un sax ténor. Puis quand je suis revenu, quand je me suis marié, ma femme, elle n'était pas contente de ça. Elle dit, tu n'irais pas jouer dans les clubs. Fait que là, j'ai arrêté de jouer du sax, j'ai vendu mon sax. Je n'ai jamais touché à ça. Puis en fin de compte, ben, j'ai perdu ma femme en 1961. Elle est décédée? Oui. Je suis resté avec des enfants à bas âge. Le plus jeune, je pense qu'il avait 3-4 mois. 3-4 mois. Fait que... Comment qu'on s'occupe des militaires à cette époque-là, quand on sort de l'armée? On ne s'occupait pas des militaires. Non. Non, on s'arrangeait nous autres mêmes, puis arrange-toi, tu es capable de t'arranger, débrouille-toi. Fait que... Vous avez votre pension, puis on... Ben non, pas tout de suite la pension, non. En fait... Oui, je l'avais pas, parce que j'avais pas... j'étais pas... une pension, c'était commencé à 20 ans. OK. D'armée. 20 Moi, ans j'avais 29 ans. Non, j'ai parti, là, j'ai une pension médicale, là, OK, mais quand j'ai sorti, j'avais pas de pension, rien. Je me suis allé, ils m'ont donné un montant. C'était pas gros, le montant dans ce temps-là, là. Je pense qu'ils m'ont donné 2000 pièces, 2500, je pense. C'est un montant de départ, là. Oui, le montant de départ, c'est ça. Et là, quand j'ai vu ça, bien, là, je me suis trouvé une job comme chauffeur d'autobus. Chauffeur d'autobus fournier dans ce temps-là. J'ai travaillé 3 ans pour les autres. Et puis après ça, bien là, j'ai travaillé pour l'autobus Lac-Frontière, j'ai travaillé pour l'autobus scolaire. J'ai fait mon chemin. C'est surtout que, est-ce que vous avez gardé des contacts avec l'armée ou des Bien, quand je travaillais, non. Oui puis non, mais j'y allais pas souvent. Seulement quand j'ai lâché le travail, là, j'ai eu pas mal de contacts avec les armées. Même, j'étais même président de la Légion, fait que en 1900, attendez un peu, là, 99. Ici à Québec? Oui, Légion canadienne 265. OK. J'ai été président là. J'ai été président aussi de l'Association des vétérans de Corée, 2 ans. Puis là, ben, j'ai embarqué d'un Lion, j'ai embarqué d'un Chevalier de Colomb, 3e, 4e degré. Puis là, ben, je suis revenu à mon ancienne chose, président de l'Association de vétérans de Corée. Ça fait un an et demi, je pense. Avez-vous des je dirais, des responsabilités un peu à l'égard des anciens collègues ou...
Ben là, je m'occupe justement des vétérans de Corée, là. Il en reste Il combien? en reste pas beaucoup, là. Je pense qu'on est à près une cinquantaine à Québec. À Québec? Ouais. Mais c'est pas... ils marchent pas tous, là. C'est pas... Il y en a qui sont dans des hôpitaux, il y en a qui sont à Paul Triquet, et puis j'en ai qui sont pas capables de monter les escaliers. Puis là, ben, je fais, depuis une dizaine d'années, je fais un dîner à Stadel tous les derniers mercredis du mois. Et puis, c'est pas mal tous des militaires, mais j'ai des civils qui viennent aussi. Et puis, on mange au messe de sergent. Ça, c'est une activité que je fais, ça fait 10 ans que je fais ça. Fait que j'emmène comme là, le dernier dîner qu'on a eu, on était 59. 59 quand même. 59, des femmes et des hommes. OK. Parce que... Mais c'est seulement que les sergents, par exemple. Seulement les sergents? Sergent-major, RSM, ou ben non, sergent-maître, gérant-maître, c'est rien que ça, là. Mais il y en a, quand, mettons, un officier qui veut venir, ben là, moi que je peux l'inviter. Il n'y a pas d'autres qui peuvent l'inviter, c'est moi qui peux l'inviter. Parce que je suis président du dîner. OK. Quand vous repensez à toute votre carrière dans l'armée, c'est-tu quelque chose que vous conseilleriez à des jeunes aujourd'hui de... Absolument. Oui. Absolument. Pour quelle Même, raison? j'en ai parlé à mon gars, puis lui, ça, il tentait pas fort. C'est quoi les valeurs que vous pensez qui font que l'armée, c'est un bon outil de formation, moi, de discipline? quand j'ai rentré dans l'armée, d'abord, mes 2 frères l'ont fait. Vos 2 frères l'ont fait? Ouais. Le plus vieux, lui, était en Allemagne pendant 5 ans. Il a fait la guerre d'Italie, là, en Italie. Oui. Et puis l'autre, lui, il est resté au Canada, ici, jusqu'à Nouveau-Brunswick, à Halifax. Et puis, moi, j'ai rentré dans l'armée. Je me trouvais un job, je travaillais 15 jours, je lâchais le job, je reprends un autre job, puis là, je me prenais toujours d'un job à l'autre demain. C'est le seul job que j'ai eu, que j'ai duré longtemps, 9 ans. Fait que c'est la plus belle place. C'est pour ça que c'est... D'abord, ils ne vous mettent pas dehors. Pas en tout. Vous faites comme du monde, ils vous gardent tout le temps, jusqu'à temps que vous voulez faire partie. Puis c'est des choses de 3 ans qu'on avait. Des contrats de 3 ans? Oui. Puis quand, en 51, là, ils ont sorti les gars de prison, ils ont dit, si tu vas encore 1 an, tu restes dans l'armée 3 ans, on te sort de prison, tu rentres dans l'armée. Il y en a beaucoup qui ont fait... Oh, il y en a plusieurs. Plusieurs? Puis on se faisait voler. On se faisait voler. Même, j'ai même pris mon sac, mon gros sac. Je l'ai attaché après mon pied de lit. Puis il ne volera pas. Matin, il va me réveiller. Pas en tout. Quand je me suis levé le lendemain matin, je t'ai manché de même, plus de pied de lit, plus de kickback, tout est parti. Ça devait causer des problèmes, je dirais. Ben là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là? Ils ont pris ça, c'était au Japon, ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là? Ils ont pris toute notre stock. Bon, ils ont envoyé tout au quartier maître. Fait que quand on avait bien de quoi, on allait au quartier maître. Est-ce qu'ils ont réussi à en prendre, des gens qui volaient? Je ne sais pas ça. Non. Même, il y a des gars qui sortaient avec des côtes d'hiver, puis on était quasiment en été. Fait que, ça ne faisait pas grand-chose. Là. Ils ne faisaient pas si fait que ça, là-bas. Des gros côtes d'hiver, ils allaient vendre ça aux Japonais. Je pense qu'on ne ferait pas trop ça aujourd'hui. Hein? Non. Puis c'est ça, de toutes ces années-là, donc, vous avez retenu un sens du devoir? Ah, oui. Moi, j'ai pas trop... c'est vrai que des bouts que je m'ennuyais, mais je m'arrangeais, je me lisais. Je faisais des choses. On avait des jobs à faire, fait qu'on faisait nos jobs. Mais toujours en arrière, tout le temps. Parce que... Mais là, on se promenait dans le tranché, pensait d'un drogout à l'autre, dans le tranché. Puis, est-ce que vous avez l'occasion, des fois, d'aller sur la base? Sur la boue? Oui, sur la base de Valcartier, pour rencontrer des militaires? Oui. Des jeunes militaires? Oui. Mais moi, j'en vois plus, par exemple, à Citadelle. À Citadelle? Oui, je suis plus souvent à Citadelle. Tous des jeunes, c'est tous des caporaux, là, qui sont au mess, là. Les officiers aussi. Je vois pas mal à la régie, là. Il y en a quelques-uns là-dedans qui vous demandent conseil? Qui demandent du conseil, non. Même les jeunes, ils savent pas aujourd'hui que c'est la guerre. Là. Non. Ils n'ont pas connu ça, les guerres tranchées, les autres, là. Ils auraient pleuré. Il y a certains qu'aujourd'hui, là, c'est tous comment ça s'appelle ça, là, des enfants rois. Des enfants rois? Et puis, c'est toi qui as de quoi, là, qui ne marche pas, là. Ça va pas. Moi, quand nous autres, on était dans l'armée, quand j'étais en Corée, j'étais private, j'étais soldat.
Et puis quand on rencontrait soit un caporal ou un lance-caporal, on l'appelait lance-caporal. Ou sergent, sergent. Un officier, monsieur. Aujourd'hui, un sergent n'a même pas le droit de dire rien à un homme parce qu'il va avoir une action par la tête. Nous autres, dans notre temps, ça ne marchait pas les actions. Puis là, quand on passait sur la parade, là, puis je me faisais la barbe à tous les matins, là, il me regardait. Tu vas faire de la barbe, Descaries? Oui, monsieur. T'es pas fait de la barbe. Oh! Je disais, non, j'ai pas fait de la barbe. Je comprends. Je pense qu'il n'y a pas rien que dans l'armée qu'à l'heure actuelle, la discipline a été un petit peu... Nous autres, la discipline, on en avait. On chaînait nos souliers, on chaîne qu'ils appellent, là, et puis nos souliers étaient bien chaînés. Là, il disait, t'as pas chaîné tes souliers? Oui, monsieur. T'as pas chaîné tes bottes? Oui, monsieur. T'as de la poussière dessus. Hey. Quand on marchait, on partait de la hutte, puis on s'en allait sur le terrain de parade, t'as entendu? La poussière a fait le temps. Il fallait dire, oui, monsieur, on n'a pas chaîné. Fait que, on s'assinait pas. Autrement dit, ce qui arrive, c'est qu'on rentrait dans le rang, puis on faisait ce qu'on avait à faire. C'est ça. Il nous disait quoi faire, puis on le faisait. On ne s'assinait pas, puis on ne disait pas, je vais appeler ma mère, pas tout. Là. Mais c'est une remarquable histoire que vous nous avez contée, M. Descaries. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir, moi. Ça a été un plaisir. Je suis en compagnie de Sylvain Drouin, vétéran des Forces armées canadiennes. Bonjour Sylvain, merci de nous accueillir chez vous ici à Frampton. Plaisir. Sylvain, racontez-moi votre histoire au sein des Forces. Moi, ça a commencé en 82. J'ai fait mes recrues à Saint-Jean. J'ai fait mon cours d'anglais là. Après ça, Borden, en Ontario, pour mon cours vraiment de logistique, l'approvisionnement, technicien d'approvisionnement. Puis après ça, là, vient le choix des postings, les mutations. Puis je me ramasse à Valcartier. Je demande l'Ouest, mais je me ramasse à Valcartier. Puis je suis content. Je fais, rendu à Valcartier, je suis au bataillon de service. Puis là, je fais 4 ans là, environ au niveau du bataillon de service. Puis là, moi, je rencontre un adjudant-maître, Moreau. Lui, je lui demande quand est-ce que je change d'unité ou quand est-ce que je suis posté, tout ça. Puis dans la semaine d'après, j'avais un message que je m'en allais au 5e ambulance. Il a pris ça au mot, puis 5e ambulance avait besoin d'aide. Fait que j'ai été transféré au 5e ambulance. À partir de là, ben, ça a continué vers le quartier. Puis, Quel métier avez-vous exercé? Technicien d'approvisionnement, la logistique. Tout ce qui est logistique au complet. Puis, dans les unités, ben, c'est les quartiers-maîtres de compagnie, puis quartier-maître d'unité. Puis moi, ben, j'étais au quartier-maître d'unité du 5e ambulance. Puis là, ben, tu donnes le service. Puis moi, ben, le service, c'était ma priorité. Donner un bon service, puis j'ai adoré ça, là. Puis après ça, ben là, j'ai fait encore 4 ans là. Là, je suis posté en Allemagne. L'Allemagne, c'était l'adjudant-maître Côte-Noire qui était là. Puis il m'envoie en Allemagne. Il dit, c'est ça encore une fois, quand est-ce que je suis posté? Moi, après 4 ans, ben là, tu veux du changement un peu. Ça fait qu'il me dit, il y a un poste en Allemagne. Il dit, serais-tu intéressé? Moi, je me mariais en 89. Je l'invite au mariage. Et au mois de janvier, il me dit, t'es posté en Allemagne. J'étais super content. Puis là, j'arrive en Allemagne. Je fais 4 ans là en Allemagne. Je suis posé, j'étais au premier 22. Normalement, j'aurais fait 3 ans. Et le 22, l'Allemagne fermait. Ça fait qu'au niveau du 22, il était rapatrié au Canada. Mais moi, je demande pour aller travailler à la base pour aider à fermer la base. Il y avait bien plein de choses à faire, déménagement de tous les meubles de PMQ, fermer les acomptes d'unités, tout ça. Ça fait que je m'en vais là, puis je fais encore 1 an là. C'était en anglais, j'ai adoré ça. J'avais des bons amis là, puis je fais l'année au complet là. Après ça, c'est le rapatriement au Canada en juillet 1994. J'imagine que vous avez été appelé à aller à quelques reprises en mission à l'étranger.
Ouais, ben moi, les missions sont arrivées après ça. En 94, j'arrive à Valcartier, puis là, les tours commencent. Là. Ben moi, il y en avait déjà, mais 94, on me demande si je veux aller faire un tour. Là, c'est 1 an d'entraînement, mais le tour, il est en 96 exactement. Là, on fait l'entraînement. J'ai dit oui pour l'entraînement, puis en 96, je m'en vais en Bosnie. Justement, même si on est préparé avant le grand départ, peut-on l'être réellement? Non, tu ne peux pas être prêt, mais tu ne sais pas comment que ça va arriver. Oui, l'entraînement, des situations, on en fait, des cas de blessures, tout ça, des simulations de blessures, tout ça, mais prêt à ce qu'on va voir là-bas, tout ça, et non. Moi, j'ai vu des affaires là, la pauvreté en entour de moi, c'était vraiment là, pauvre, là. C'était pas l'âge de pierre, là, mais c'était vraiment pauvre, là, les gens en entour. Puis, on était sur le camp, on n'avait aucunement le droit de sortir de là. Il fallait tout le temps se rapporter, puis si on sortait. C'était, exemple, pour aller réapprovisionner les autres camps là, à l'avant. Exemple, là, il y avait un camp c'était à Coralici. Il y avait un camp là. Il y avait un camp à Zigone, puis là, on allait les réapprovisionner. Là, on pouvait embarquer sur le convoi pour pouvoir aller les aider là, pour décharger le matériel, tout ça. Mais sinon, tu étais confiné au camp, puis tu faisais ton travail comme logistique sur le camp. Bien, comme moi, mon travail de logistique. Après tous les tours que vous avez faits, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'est arrivé, la blessure, après tous mes tours. J'ai fait 99, puis la blessure sévère est arrivée vraiment en 2003. J'ai été opéré en 2003. Moi, j'étais rendu au 430. Quand j'ai revenu des tours, on m'a envoyé au 430. Puis là, j'ai fait l'entraînement qu'on faisait 3 fois semaine au 430. Puis c'est à partir de cet entraînement-là que je me suis blessé. C'était de la marche à raquette, ça paraît niaiseux, mais ça faisait partie du quotidien, l'entraînement, puis il fallait être en forme. Ça fait que moi, l'entraînement dans la neige au ventre, moi, j'avais pas peur de rien, ça fait que je fonçais là-dedans. Mais je ne m'attendais pas de me blesser, par exemple. Et je reviens de cet entraînement-là un matin, puis la douleur était intense au dos, ça a brûlé beaucoup. À partir de là, j'ai dépéri. C'est arrivé en janvier 2003, puis là, j'ai dépéri, là, pareil, comme une feuille qui fane. Là. 2003, au mois de mars, opération d'urgence. Vous étiez toujours dans les forces à ce moment-là? Oui, j'étais toujours au sein des forces. Puis, on m'a diagnostiqué un hernie discale au niveau du dos, au niveau de L5 et ça. Fait que je suis opéré d'urgence. Tout va bien après l'opération. Je suis en convalescence, c'est super. Mais 6 mois après, la même douleur revient. Puis là, c'était aussi intense que les premières fois. Ça fait que je repasse encore résonance magnétique. On me diagnostique encore hernie discale sévère. On parle de m'opérer de nouveau. Moi, je refuse l'opération. C'est trop risqué. C'est toujours un risque au niveau opération, mais quand on parle du dos, moi, j'avais trop peur. Là, ça fait que il aurait pu m'opérer, mais ça aurait dû changer quelque chose. Je ne le sais pas. Ça fait que j'ai refusé l'opération. Et qu'est-ce qui se passe après? Après ça, moi, là, vu que vraiment là, la douleur est intense, tout ça, là, on me déclasse. Je suis déclassé médical. Puis là, vient le temps de dire, regarde, veux-tu continuer? On m'offre 3 ans d'accommodation. Ça, 3 ans d'accommodation, ça veut dire je peux continuer à faire mon métier, mais sans aller dans le champ, sans être déployé. Puis moi, je refuse les 3 ans d'accommodation.
je sors. Parce que je n'étais pas capable de rentrer le matin. Je rentrais, là, puis je souffrais tellement que j'ai dit non, j'abandonne. Fait que j'ai sorti des forces en 2006 exactement. Là, j'ai dit, je vais prendre un an à moi pour me refaire une santé. Essayer de me refaire une santé. À partir de là, je parle avec un de mes copains à Saint-Odilon. Il me dit, je connais un monsieur, il pourrait t'aider pour ton dos. Fait que je vais le voir. Moi, je ne sais pas c'est quoi qu'il fait exactement, mais je vais le voir. Quand tu as la douleur, à un moment donné, tu prends toutes les avenues pour guérir. Puis j'ai dit, je vais aller voir, j'ai rien à perdre. Fait que je vais le voir et lui, il fait du Reiki. Il me fait il me synchralise le bas du dos. Autrement dit, il me souder le bas du dos. L5 et S1 sont soudés. Ça fonctionne pour moi. Ça fonctionne, mais ça fonctionne, là, j'ai de la douleur pareil. Mais je suis capable de faire mes choses. Je réussis à faire mes choses. Ça fait que là, ça va. Là, autrement dit, là, je peux dire là, que 14 ans, j'ai eu de la douleur tout le temps. Pendant 14 ans. Mais là, j'entends parler de Médicia. Avec Médicia, là, ben moi, je vais voir un de mes chiros. Mon chiro à Sainte-Marie-de-Beauce, il vient de Montréal. C'est M. François Poulin. Il m'arrive et il me dit, j'ai un copain à Montréal qui vient d'arriver de l'Inde. Il dit, il s'est fait opérer pour son dos. Il dit, veux-tu qu'on l'appelle? Il dit, oui, appelons-les. On l'appelle tout de suite. Puis c'est M. François Veilleux. Je l'appelle, on jase. J'ai dit, là, faut que donne-moi ton email, il faut que je communique avec toi. Puis là, moi, j'y pose plein de questions. Là, j'étais vraiment curieux au niveau de ça. Et il me dit, c'est Médicia qui m'a envoyé là-bas. Puis moi, là, la curiosité m'a embarqué. Là, puis j'avais vu ça sur Internet avant, au niveau des opérations, mais je me demandais d'où ça venait. Je le savais pas. Puis on voyait qu'il changeait des disques puis tout ça. Finalement, François m'explique tout ça. Il dit, j'arrive au mois d'octobre 2016, j'ai été opéré. Puis il dit, ça va bien. Il dit là, il m'écrit plein de choses. Ben là, moi, je tombe tellement curieux. Il me donne même le nom à Louis-François Fortin à Québec. Je communique avec, je le rencontre, tout ça, on prépare le dossier, puis il dit, moi, là, je peux plus rester avec cette douleur-là, ça n'a pas de bon sens. Donc, vous étiez prêt à aller n'importe où. Oui. Ben moi, c'est François, là, il m'a tout mis en confiance. Puis en plus, Louis-François m'a rassuré parce que lui aussi, il a été opéré. Et 3 ans auparavant. Fait que lui, il me dit, je faisais des marathons, il dit, puis là, aujourd'hui, il dit, je fais du ski, puis tout ça. Ça, là, ça m'a... J'étais enthousiasmé, je voulais y aller vraiment. Puis là, avec ça, on a discuté tout ça. Là, moi, j'avais vérifié, en Allemagne, à Berlin, ils le font aussi. Mais l'opération coûte vraiment, c'est vraiment dispendieux. Là. Les coûts, c'est exorbitant. Puis, j'ai vérifié aux États-Unis. C'est encore pire. Ça fait que là, avec François, je me mets en accord, tout ça. On vérifie tout ça. Puis, moi, je signe les papiers, puis go. Normalement, j'aurais dû partir le 1er mars. Moi, j'avais quelques petites affaires à régler ici. J'ai dit, Louis-François, on peut-tu retarder un petit peu? Moi, le 1er avril, ça ferait mon affaire. Il dit, pas de problème. Il dit, on organise ça, 1er avril. Finalement, le 29 de mars, je partais pour Mumbai. Donc, nous sommes aujourd'hui le 1er mai. Ça fait à peine un mois que vous êtes opéré. C'est un mois. J'ai été opéré le 1er avril. Un mois après. Puis, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Prenez le temps. Je me sens tellement bien. Non, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Cette opération vous a redonné le goût à la vie? C'est une deuxième chance. Et je suis tellement heureux, là. Je remercie vraiment Louis-François, là.
Donc, vous avez vraiment confiance en Médicia. En pleine confiance, même à Mumbai, il m'a aidé. Là, j'avais des radios à aller chercher, puis moi, je n'avais pas la force. Là, je sortais de l'opération. Le lendemain, il fallait aller retourner à l'hôpital de Sefi Hospital pour aller chercher des radios. Moi, j'ai donné des sous, puis il a pris le taxi, puis il a été là-bas, puis il m'a aidé. La médication aussi, j'étais en frais d'en manquer. Il a été en chercher, puis vraiment, il m'a aidé là, d'un bout à l'autre. Ce qui est important aussi de mentionner, Sylvain, c'est que avant d'être opéré, vous étiez incapable d'aller à votre boîte à mal. Non. J'avais de la difficulté à faire un 25-30 pieds. Il fallait que je me plie en deux, puis me décompresser le dos. J'avais vraiment, là, c'était tellement compressé dans le dos, là, j'avais plus de disque. J'avais plus de disque, pratiquement. Sur L4, L5, là, puis L5, S1, plus de disque. J'étais rendu, là, vraiment collé, là, tellement proche que même Louis-François, il m'a dit, je comprends pas, il dit, normalement, là, je te donnais pas beaucoup de temps pour paralyser. Parce que je t'ai rendu, là, qu'un faux mouvement aurait pu vraiment faire glisser les vertèbres puis paralyser. Maintenant, non seulement vous êtes en mesure d'aller à votre boîte aux lettres, mais vous faites également votre tapis roulant tous les jours. Je fais, normalement, on a commencé avec 1 kilomètre à Mumbai. J'ai sorti de l'hôpital le 5, puis le 7, je commençais tout de suite le tapis roulant. Je faisais 1 kilomètre. Là, puis là, je suis rendu à 2,5 kilomètres, puis ça va super bien. Vous avez développé vraiment une belle complicité avec Louis-François de chez Médicia, n'est-ce pas? Je suis vraiment content de son aide, puis tout ça, puis de la prise en charge de Médicia. Moi, en tout cas, les personnes qui ont au niveau cervical, au niveau lombaire, qui ont des problèmes, je vous recommande Médicia, c'est allez-y. Il n'y a pas de sous pour dire pour la santé. Vraiment, là, il y a pas. Moi, j'ai tout défrayé de moi-même. J'ai sorti mes rires et je voulais. Il n'y a pas de. Présentement, Médicia, ils peuvent même financer. Mais moi, j'ai tout fait ça avec mes sous, puis je regrette rien. En fond, vous avez investi dans votre vie. C'est ça. J'ai investi pour avoir une qualité de vie, puis une deuxième chance qui en tout cas, est incroyable. Et Louis-François me dit que tu vas voir avec le temps, là, il dit ça va être numéro 1. Puis je le sens, je prends des forces, puis tout ça. Puis je suis vraiment heureux, vraiment heureux. C'est très agréable de vous voir sourire, de vous voir en pleine forme. C'est que vous avez investi dans votre vie, et non seulement pour vous, mais pour votre conjointe aussi, Nathalie. Nathalie est super contente. Elle était stressée parce qu'elle n'a pas pu venir là-bas vu qu'elle est épileptique. Mais parce que c'est risqué avec l'avion. Il y avait quand même 17 heures d'avion. C'est loin. C'est loin. Puis c'est très loin. Mais elle est super contente, là. C'est sûr que c'est récent, mais avec le temps, ça va s'améliorer encore plus, là. Merci beaucoup, Sylvain. Ça a été très agréable. Merci de nous avoir reçus et surtout, merci de votre grande générosité. Bien, merci encore. Vraiment content. Merci. Je suis en compagnie de Nathalie, la conjointe de Sylvain Drouin. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie, vous êtes conjointe de vétéran, donc vous avez été conjointe également de militaire. Racontez-moi, c'est quoi être femme de militaire? Mon parcours, c'est... j'ai marié un militaire, puis j'ai toujours suivi mon mari partout que je pouvais aller pour le suivre. Puis j'ai grandi avec les projets qu'on a eus, puis j'adorais ça. Puis aujourd'hui, il sera encore vétéran, je continuerai avec lui encore. Sylvain a eu une dure épreuve dernièrement. Beaucoup de stress. Sylvain n'avait pas de patience parce que il vivait tellement de douleur que
il venait impatient, il criait des fois, puis moi, je vivais trop de stress, puis c'était trop. Je pleurais des fois, mais j'accumulais, moi, au lieu de verbaliser. Maintenant que vous avez un nouvel homme, comme dit si bien Sylvain, qu'il a eu une deuxième chance, comment on vit au quotidien? C'est encore plus de stress parce que il est tout en neuf, mon mari, mais moi, je veux pas qu'il se blesse. Puis, ça fait 2 semaines qu'il s'est fait opérer, 2-3 semaines. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé, je pleure maintenant. Je sais pas c'est quoi qui s'est débloqué. Je vais le trouver un jour, je sais pas c'est quoi. Mais ça fait 3-4 fois que je pleure, mais c'est comme quand il veut faire quelque chose, puis moi, je veux pas, je me mets à brailler au lieu de parler. C'est encore plus de stress parce que je veux pas qu'il se fasse mal. Je veux qu'il reste comme il est. Il marche 2 kilomètres par jour, puis avant, il était prêt à marcher la moitié de la montée. Puis je trouve ça merveilleux. En terminant, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter? Ben, l'opération à Sylvain, c'est que je dis bravo à Médicia d'avoir redonné une deuxième chance pour qu'il ait une santé meilleure, pour qu'il soit capable de marcher puis qu'il ne souffre pas. Je lève le chapeau à Médicia. Puis c'est bravo. Merci beaucoup, Nathalie. Merci de nous avoir reçus. Merci.